Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi, je vais vous parler de SkyTeam. SkyTeam est un jeu coopératif exclusivement pour 2 joueurs. Dans le jeu, vous allez incarner un pilote et un copilote aux commandes d'un avion. Votre objectif, atterrir à travers différents aéroports à travers le monde en gérant tous les aspects d'un vol. C'est un jeu de Luc Raymond, il est illustré par Eric Idebert ainsi qu'Adrien Reeves. Et le jeu est édité par le Scorpion Masqué. Le jeu vous invite à gérer toutes les étapes d'un vol, équilibrer votre avion, gérer les réacteurs, votre vitesse, savoir quand déployer les volets, sortir vos roues sur la piste d'atterrissage et même communiquer avec la tour de contrôle. Chaque action requiert une communication parfaite et une concentration optimale. Mais attention, si l'avion s'incline trop, si vous dépassez l'aéroport ou rentrez en collision avec un autre appareil, la partie s'arrête et vous avez perdu. Avec ces défis variés et ces conditions de réussite de plus en plus compliquées, de Montréal à Tokyo, posez votre avion dans ces différents aéroports. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec les stations de turbulence dont on va aussi parler dans la vidéo, découvrez de nouveaux défis avec des conditions climatiques encore plus compliquées, des modules qui vont vous rendre la tâche encore plus compliquée, que ce soit des conditions climatiques extrêmes ou des défis techniques qui surgissent pendant votre vol, l'extension propose de nouveaux défis pour enrichir encore plus l'expérience. Préparez-vous à décoller et à tester vos compétences dans ce jeu rapide d'une vingtaine de minutes. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer comment jouer la première mission, qui est dans ce qu'on appelle la procédure d'atterrissage. Dans un deuxième temps, je vous parlerai du carnet de vol, qui sont les missions supplémentaires ainsi que tous les modules que propose le jeu. On parlera ensuite de l'extension turbulence, ce qu'elle amène, ainsi que les nouveaux fonctionnements qu'elle propose. Et maintenant, comme vous avez l'habitude, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Si vous cherchez une information particulière, tout sera chapitré pour que vous y accédez facilement dans la description de la vidéo. Pour la mise en place, vous commencez à mettre le panneau de contrôle entre les joueurs, idéalement assis l'un à côté de l'autre, du même côté de la table. Vous vous assurez que la flèche de la rondelle de l'axe de l'avion pointe vers le triangle noir en haut. Vous vérifiez que tous les interrupteurs recouvrent les voyants verts. Vous avez différentes jauges. Pour la jauge de vitesse, vous placez le marqueur d'aérodynamisme bleu entre le 4 et le 5, et vous placez le marqueur orange entre le 8 et le 9. Ici, ce sont les freins. Vous allez poser le marqueur de frein rouge à gauche du 2. Le joueur du côté des cases bleues incarnera les pilotes. Il prend donc les 4 dés bleus, ainsi que le paravent bleu. Je ne les ai pas montés, mais vous pouvez les monter pour cacher justement vos dés. Et ici, vous avez une aide de jeu qui est rappelée. Le joueur qui est du côté orange incarne le copilote, et il prend donc les 4 dés orange. Vous allez glisser la piste altitude côté vert orange dans la fente supérieure droite, avec la valeur 6000, visible dans l'écran du tableau de bord. Cette valeur indique votre altitude actuelle en pied. Vous glissez la piste d'approche Lioul-Montréal-Trudeau dans la fente supérieure gauche, de façon à ce que la case contenant l'icône avec le nuage soit visible dans l'écran du tableau de bord. Cet écran indique la position actuelle de votre avion. Vous placez un jeton relance sur chaque icône relance de la piste d'altitude. Placez sur chaque case de la piste approche autant de jetons avion qu'indiqués. Vous voyez ici 2, 3, c'est indiqué à chaque fois ici. Vous créez une réserve avec les jetons café à proximité du plateau et vous donnez, comme je vous disais, un écran à chaque joueur et vous lisez les rappels qui se trouvent à l'intérieur. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Avant de continuer, je tenais tous à vous dire merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à partager, ça donne de la motivation et ça nous aide pour le référencement. Sur ce, nous allons continuer la vidéo. Une partie de SkyTeam se joue en 7 manches. Chaque manche se déroule en 3 phases. Il y a d'abord une discussion stratégique et un lancer de dés. C'est au début de cette manche que vous discutez de votre stratégie. Vous pouvez dire par exemple, il faudrait rapidement dégager cet avion ou assurons-nous d'avancer de 2 cases. Mais vous ne pouvez pas dire par exemple, j'ai besoin d'un 6. Vous ne pouvez pas parler de dés. Des phrases comme si tu fais un 6, place-le ici ou joue ton dé le plus faible sur cette action sont totalement proscrites. Une fois la discussion terminée, chaque joueur lance ses 4 dés derrière son écran de façon à ce que l'autre joueur ne puisse pas les voir. Il y a un silence total jusqu'à la fin de la manche, sauf pour corriger une erreur de règle. Si un jeton relance à ce moment-là se trouve sur la case d'altitude actuelle, comme c'est le cas lors de la première manche à 6000 pieds, vous l'ajoutez à votre réserve dans le coin supérieur gauche du tableau de bord. Une fois les dés lancés, les joueurs posent leurs dés sur les cases de leur choix en fonction de leur stratégie et des résultats obtenus. Vient ensuite la fin de manche. À la fin de chaque manche, les joueurs effectuent les ajustements nécessaires, avancer sur les pistes, déclencher des actions, tout ce genre de choses. Puis la manche suivante commence. Pour les jetons relance, à tout moment, durant la manche, n'importe quel joueur peut dépenser un jeton relance. Cela permet aux 2 joueurs de relancer n'importe quel dé et n'importe quelle quantité se trouvant derrière leur écran. Par exemple, c'est au pilote, il dépense le jeton relance qu'il y a ici et relance 2 des 3 dés derrière son écran, tandis que le copilote, s'il le désire, pourrait en relancer 4. Comment se posent les dés et quelles sont les règles générales du jeu? À Lioul-Montréal-Trudeau, le jeu se déroule à tour de rôle. L'indicateur de flèche sur l'écran de la piste altitude détermine le joueur qui commence. Vous voyez, vous avez des couleurs qui indiquent là c'est le bleu, là c'est l'orange et ainsi de suite. Par exemple, lors de la première manche, ici ce sera le pilote, le bleu qui commence. À chaque tour, chaque joueur doit poser un seul des restants, celui derrière son écran, sur une case libre sans dés. Vous devez vous assurer de respecter les contraintes de couleurs et des valeurs de cases. Pour les couleurs, le pilote peut uniquement poser des dés
dans les cases bleues, tandis que le copilote peut poser des dés dans les cases orange. Certaines cases sont à la fois bleues et orange, permettant à n'importe quel joueur de poser un dé. Pour les valeurs, certaines cases ont des restrictions au niveau des valeurs, comme vous voyez ici par exemple, alors que là nous n'en avons pas. Ici vous ne pouvez poser que un 5 ou un 6, ici un 3 ou un 4, et pour le reste ça fonctionne de la même manière. Mais par exemple, les cases radio ont une contrainte de couleur, mais n'ont pas de contrainte de valeur. Et les cases café sont à la fois bleues et orange, ce qui permet à n'importe quel joueur de poser n'importe quel dé. Quelles sont les actions qu'il y a dans le jeu? Les dés déclenchent différents effets selon leur valeur et sur la case sur laquelle ils sont placés. Lorsque vous voyez un symbole avec un triangle comme cela, ce sont des actions obligatoires. En revanche, les autres cases ne sont pas obligatoires. À chaque manche, chaque joueur doit poser un dé sur une des actions obligatoires, c'est-à-dire là, 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 ainsi qu'ici. Si à la fin d'une manche vous constatez qu'il manque un dé de chaque couleur sur les réacteurs et l'axe, vous perdez immédiatement la partie. Par contre, elles sont obligatoires, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous devez les jouer en premier. Ici nous avons l'axe. Gérez l'axe de votre avion pendant l'approche. L'avion peut s'incliner, mais faites attention à ne pas faire partir l'avion en vrille. Dès qu'un deuxième dé est posé, vous allez comparer les valeurs. Si les dés ont la même valeur, vous ne touchez à rien. En revanche, si les valeurs sont différentes, vous tournez l'axe du nombre de crans correspondant à la différence entre les deux dés. Et vous tournez la flèche de l'axe vers le joueur qui a joué le dé avec la valeur la plus élevée. Par exemple, imaginons qu'ici, il y a un 4. Et ici, un 4. C'est parfait, on ne touche à rien. Par contre, si ici on se retrouve avec un 5 et à cet endroit-là un 6, on bougerait dans ce sens-là. Si la flèche de l'axe atteint ou dépasse un certain seuil, qui est indiqué, vous voyez ici, l'avion part en vrille et vous perdez immédiatement la partie. À la fin de la dernière manche, l'avion doit être parfaitement horizontal pour que vous remportiez la victoire. Ici, nous avons les réacteurs. Selon la puissance allouée au réacteur, votre avion avance ou pas. Aussitôt que le deuxième dé est placé, vous additionnez les deux valeurs, le résultat donnera votre vitesse. Si la somme des réacteurs est supérieure au plus élevé des deux marqueurs d'aérodynamisme, c'est-à-dire le orange, vous allez avancer la piste d'approche de 2. Si la somme des réacteurs est inférieure au plus faible des deux marqueurs d'aérodynamisme, c'est-à-dire le bleu, vous allez laisser la piste d'approche en place. Par exemple, imaginons qu'ici il y a un 3 et qu'ici il y a un 1. En additionnant cela fait 4, on compare, la piste d'approche n'avance pas. Si la somme est supérieure au plus élevé, c'est-à-dire le orange, des deux marqueurs d'aérodynamisme, vous avancez obligatoirement la piste d'approche de 2 cases. Par exemple, si ici nous avons un 6 et là nous avons un 4, vous avancez la piste de 2 comme ceci. Si la somme se trouve entre les deux marqueurs, par exemple, ici nous avons un 3 et ici un 4, ça se trouve entre les deux marqueurs, vous avancez obligatoirement la piste d'approche d'une case. Par contre, attention, si un ou plusieurs avions se trouvent déjà sur la case position actuelle, vous restez en vie. En revanche, si vous devez avancer alors qu'un avion se trouve sur cette case, vous entrez en collision avec cet avion et vous perdez immédiatement la partie. C'est-à-dire que là, c'est bon parce qu'on l'a avancé, mais si on l'avance de nouveau et qu'on n'a pas enlevé l'avion, c'est une défaite. Si vous devez avancer alors que l'aéroport se trouve sur la case position actuelle, c'est-à-dire ici, vous perdez également la partie, vous avez dépassé l'aéroport. Vous allez pouvoir communiquer avec la tour de contrôle et dégager la trajectoire d'atterrissage. Pour dégager la trajectoire de votre avion, vous devez communiquer avec la tour de contrôle. Le pilote peut déposer un des radios sur une seule case, tandis que le copilote dispose de 2 cases disponibles pour cette action. Lorsque vous placez un dé, sur la piste d'approche, vous comptez autant de cases que la valeur de votre dé depuis la case position actuelle, puis vous retirez immédiatement un jeton avion dans la case d'arrivée. Si vous jouez un dé de valeur 1, vous retirez un jeton sur la case position actuelle. Par exemple, si ici je mets un 1, j'enlèverai celui-là. Et si le copilote met ici, disons, un 2, il enlèverait cet avion-là. Ici, nous avons le train d'atterrissage. Cette action est réservée uniquement au pilote. Vous déployez les trains d'atterrissage pour augmenter la traînée et la résistance de l'avion à l'air. Vous posez un dé en respectant la contrainte de valeur spécifiée pour cette action. L'ordre d'activation des trains d'atterrissage n'a pas d'importance. Une fois que vous avez posé un dé, vous glissez l'interrupteur sous votre dé pour que le voyant vert s'affiche. Et immédiatement, vous déplacez le marqueur d'aérodynamisme bleu d'une case sur la jauge, ce qui ajustera la résistance de votre avion en fonction de sa vitesse. Par exemple, je pose un 4 ici et j'avance immédiatement le marqueur à cet endroit-là. Et je bouge l'interrupteur comme ceci. Lorsque vous déplacez vos marqueurs d'aérodynamisme, vous modifiez l'effet de votre vitesse sur la piste approche. Par exemple, vous déplacez le marqueur bleu vers la droite, signifie qu'une vitesse de 5 fera maintenant avancer votre avion
de 0 au lieu de 1. Dans les conditions de victoire, tous les trains d'atterrissage doivent afficher vert avant la fin de la partie. Comme précédemment, il faut que tous les avions soient dégagés pour gagner la partie. Ensuite, sur ce côté du plateau, vous avez les volets. Déployez les volets pour augmenter la portance de l'avion et améliorer sa résistance à l'air. Pour chaque volet, vous placez un dé correspondant à la contrainte de valeur. Les volets doivent être déployés dans l'ordre, de haut en bas. Une fois déplacé, vous glissez l'interrupteur en dessous pour activer le voyant vert. Cela permet d'avancer immédiatement le marqueur d'aérodynamisme orange d'une case. Après avoir déployé tous les volets, le marqueur orange devrait se situer après le 12. Donc ça se fait dans l'ordre suivant, 1, 2, 2, 3 et ainsi de suite. Tous les volets doivent être activés avec le voyant vert avant la fin de la partie. Par exemple, le joueur pose 1, 2 ici, il le bouge et il avance le marqueur. Vous pouvez aussi vous concentrer, car en effet, ce n'est pas le moment de craquer sous le stress, concentrez-vous et préparez vos prochaines manœuvres. Le pilote et le copilote peuvent poser n'importe quel dé sur n'importe quelle case libre du plateau, à cet endroit-là. Dès qu'un dé est posé, vous placez immédiatement un jeton café dans l'un des 3 espaces désignés, qui sont ici. Vous ne pouvez pas accumuler plus de 3 jetons café à la fois. Chaque fois que vous posez un dé sur le tableau de bord, vous pouvez dépenser un ou plusieurs jetons café pour ajuster la valeur du dé avant de le poser. Chaque jeton dépensé permet d'ajouter ou de soustraire 1 à la valeur du dé. Une fois utilisés, les jetons café sont replacés à côté du plateau car ils pourront être régénérés au fil du jeu. Quelques règles, n'importe quel joueur peut utiliser les jetons café, peu importe qui les a générés. Les jetons non utilisés sont conservés pour la manche suivante. Les jetons café ne peuvent pas transformer en dé en une valeur en dehors de la plage de 1 à 6. Et vous ne pouvez pas transformer un 1 en 6 avec un -1, ni un 6 en 1 avec un +1. Vous pouvez également, s'il y a assez de jetons, utiliser 2 jetons pour transformer par exemple un 3 en 1 ou un 3 en 5. Ensuite ici, nous avons les freins. Les freins sont utilisés pour vous permettre d'immobiliser l'avion une fois qu'il aura touché la piste. Posez un dé sur la case frein en respectant la contrainte de valeur. Bien entendu, comme vous le voyez, c'est réservé aux pilotes. Les freins doivent être déployés dans un ordre spécifique, en commençant par la case de valeur 2. Après avoir posé un dé, vous avancez immédiatement le marqueur de frein rouge d'une case et vous faites bouger le marqueur sur le vert. Ici je poserai un 2, je fais ça et j'avance le marqueur. Il faut savoir que les freins jouent un rôle important lors de la dernière manche. Vous devez suivre l'ordre des valeurs des cases. Bien que vous ne soyez pas obligé de déployer tous vos freins, plus vous les déployez tôt, plus cela facilitera votre atterrissage. Dans les conditions de victoire, il faut que durant la dernière manche, votre vitesse doit être inférieure à la position du marqueur de frein rouge. Lorsque vos 8 dés sont placés sur le tableau de bord, vous pouvez parler à nouveau, et nous arrivons à la fin de manche. Descendre l'altitude. Peu importe ce que vous avez fait durant la manche, l'avion descend. Il y a 7 cases sur la piste altitude qui représentent les 7 manches du jeu. Lui aurait été enlevé, et donc on avance comme ceci. Vous reprenez vos dés. Si l'image de l'aéroport est à la case position actuelle, l'image de l'aéroport est ici. Et l'avion est à la case altitude actuelle. Vous êtes sur le point d'atterrir. Bon travail, il vous reste à jouer la dernière manche pour amorcer l'atterrissage. Il y a quelques cas particuliers à connaître. Si l'image de l'aéroport est déjà sur la case position actuelle, mais que l'avion n'est pas encore sur la case, c'est-à-dire si celle-là est visible, mais pas encore l'avion ici, vous attendez encore pour l'atterrissage. Dans ce cas, vous devez jouer au moins une manche supplémentaire sans avancer sur la piste approche. Vous réduisez votre vitesse durant cette manche. Si l'image de l'avion est sur la case altitude actuelle, mais que l'image de l'aéroport n'est pas sur la case position actuelle, vous avez atterri trop tôt. Cela signifie que vous êtes écrasé au sol et vous perdez la partie. Donc, la dernière manche commence lorsque l'image de l'aéroport atteint la case position actuelle et que l'image de l'avion se trouve sur la case altitude actuelle. À ce moment, vous êtes sur le point d'atterrir, ce qui marque la dernière étape avant de réussir. Que se passe-t-il lors de la dernière manche? D'abord les réacteurs. Lorsque vous touchez le sol, c'est le moment d'utiliser vos freins pour vous arrêter avant la fin de la piste. Cependant, la façon dont la vitesse est calculée change durant la dernière manche. Après avoir placé le deuxième dé des réacteurs, vous ne comparez pas la puissance de vos réacteurs avec les marqueurs d'aérodynamisme, comme dans les manches précédentes. À la place, vous devez comparer la somme de vos dés de réacteurs avec la position du marqueur de frein. La somme de vos dés réacteurs doit être inférieure à la position du marqueur de frein rouge pour réussir cet atterrissage. Par exemple, imaginons que la dernière manche fonctionne comme ça. La vitesse totale est de 3, 2 plus 1. Ces deux freins ont été déployés. La vitesse de cette manche est donc de 3 et se trouve bien à gauche du marqueur de frein. Cette condition est donc remplie pour l'atterrissage. Contrairement aux volets et aux trains d'atterrissage, il n'est pas obligatoire de déployer tous vos freins. Toutefois, il est impossible d'avoir un frein à 0 car cela rendrait l'atterrissage impossible, ce qui entraînerait la fin de la partie. À la fin de la dernière manche, lors de l'atterrissage, vous gagnez si il n'y a plus aucun avion sur la piste d'approche, tous les volets et trains d'atterrissage ont un voyant vert, l'axe de l'appareil est à l'horizontale et la vitesse totale est inférieure
supérieure à la valeur de frein lorsque vous placez votre deuxième des réacteurs. Et après tout ceci, vous avez une salve d'applaudissements dans la cabine et vous atterrissez en douceur pour gagner la partie. Donc là, c'est toutes les règles que vous avez besoin pour faire le premier scénario, le premier défi, qui vous permet d'appréhender toutes les mécaniques du jeu qui sont vraiment très bien pensées. Je vais maintenant vous parler de la seconde partie des règles qui s'appelle carnet de vol. Vous avez ici donc le premier livret qui est la procédure d'atterrissage pour que vous commenciez à jouer rapidement. Une fois que vous avez réussi et que vous maîtrisez, vous allez passer donc au carnet de vol qui lui rajoute plein de modules et bien entendu des scénarios de plus en plus difficiles et qui vont vous stimuler de plus en plus. Donc je vais enlever les plateaux et on va sortir tout ce que proposent les modules supplémentaires. Une fois que vous avez réussi votre premier atterrissage, vous allez pouvoir passer aux modules supplémentaires que propose le jeu. Avant de commencer la mise en place, vous sélectionnez un scénario parmi les 21 disponibles que je vous ai montré qui sont en fin du livret. La couleur du scénario que vous retrouvez sur ces bandes-là vous indique la difficulté. Le vert, c'est des atterrissages de routine. Le jaune, des conditions exceptionnelles. Le rouge, ce sont pilotes d'élite demandés. Et le noir, ce sont des atterrissages héroïques. Entrez dans l'histoire de l'aviation si vous réussissez. Pour les scénarios, vous avez donc ici la couleur, comme vous voyez, comme je vous ai montré. Ici, le module que ça ajoute. Et ici, certains scénarios vous demanderont de prendre des cartes compétences, je vais vous expliquer cela. Une fois que vous avez réussi un atterrissage, vous pouvez cocher ici pour vous en souvenir. Lorsque vous faites la mise en place avec ces scénarios, vous prenez la piste d'approche qui correspond au nom et à la couleur. Vous utilisez la piste d'altitude qui correspond au niveau de difficulté choisi. Il faut faire attention car certaines pistes d'approche sont plus courtes ou plus longues selon le scénario. La piste d'altitude possède deux côtés. Assurez-vous que sa couleur corresponde à celle du scénario. Comme vous voyez, c'est le même endroit, mais c'est des difficultés différentes. Ensuite, vous prenez le ou les modules spéciaux indiqués par le scénario. Nous avons donc, dans les modules disponibles, les cartes compétences. Certains scénarios vous permettent d'utiliser des cartes compétences. Vous choisissez le nombre de cartes compétences indiquées par le scénario. Et je vais vous les montrer. Ici, comme vous voyez, vous avez ces cartes compétences que vous prenez. Vous avez ensuite le dé trafic. Le trafic est particulièrement intense. Des appareils apparaissent devant vous comme par magie. Mais que fait donc la tour de contrôle? Vous allez avoir des dés présents sur la position actuelle. Lorsqu'ils sont présents, vous allez faire comme ceci. Vous allez lancer le dé trafic une fois pour chaque icône trafic présente dans la case position actuelle. Si l'icône position actuelle est présentée 2 fois dans votre case, vous lancez le dé de trafic 2 fois. Pour chaque lancer, vous placez un avion à la distance indiquée par le dé. La case 1 est toujours la position actuelle. Si vous restez plus d'une manche sur une case contenant un ou plusieurs icônes trafic, vous lancez à nouveau le dé trafic et vous ajoutez encore des jetons avion. Vous ne lancez le dé trafic que pour les icônes se trouvant dans la case position actuelle au début de la manche. Si vous avez traversé une case avec un icône trafic dans le dernier mouvement, vous ne tenez pas compte de cette dernière. Si vous devez poser un jeton avion et qu'il n'y en a plus dans la réserve, vous ne le posez pas. Si le résultat du dé vous amène plus loin que la dernière case, vous placez le jeton avion sur la dernière case, c'est-à-dire l'aéroport. Imaginons que je fasse un 3, je compterai 1, 2 et 3 et je poserai un avion. Un autre module que vous trouverez est le module kérosène. Pour la mise en place, vous placez la jauge de kérosène sur le côté gauche du plateau et vous placez le marqueur kérosène à 20. Le pilote ou le copilote peuvent poser des dés. Vous pouvez poser un dé de n'importe quelle couleur, vous pouvez poser un dé de n'importe quelle valeur à cet endroit-là. Vous diminuez immédiatement le kérosène de la valeur du déposé. C'est-à-dire que si je place, imaginons, ici un 3, je descendrai de 1, 2 et 3. Vous allez ajouter une étape en fin de manche. Si vous n'avez posé aucun dé à cet endroit-là, vous diminuez le kérosène de 6. Durant n'importe quelle manche, même la toute dernière, si vous atteignez cette case-là, vous n'avez plus assez de kérosène et vous perdez la partie. Vous trouverez ici également ce qu'on appelle des virages. La présence de hautes montagnes ou d'imposantes masses nuageuses demande de négocier un virage serré. Ne lâchez pas le manche et attachez vos ceintures. Lorsque vous avancez la piste d'approche, si l'axe de l'avion ne se trouve pas dans une des positions permises par la position actuelle que vous devez quitter, comme c'est indiqué, vous perdez la partie. Si vous avancez de 2 cases, cela s'applique aux 2 cases que vous quittez ou traversez. Vous avez donc les positions autorisées et celles qui ne sont pas autorisées. Vous avez également le module vent. Vous allez placer à l'intérieur de l'anneau vent, vous placez le jeton orientation, qui est l'appareil du dessus, de façon à ce qu'il pointe sur le départ, le +3 sur fond blanc. Immédiatement après la phase de rotation de l'axe, vous tournez le jeton orientation du module vent d'autant de cran que le décalage de l'axe de l'avion dans la même direction, même si l'axe n'a pas bougé durant la manche. Imaginons que durant la résolution de la phase de rotation de l'axe a tourné d'un cran vers le pilote. Et il est maintenant tourné de 2 crans vers le pilote. Vous devez donc tourner le jeton d'orientation du module de vent de 2 crans vers le pilote, vers la gauche. Il viendrait donc comme ceci. Lors de la phase des réacteurs, vous ajustez la force du vent, le modificateur vers lequel pointe le jeton action.
à la somme de vos dés dans la zone des réacteurs. Ce modificateur s'applique lors de toutes les manches, même la dernière. Imaginons que nous soyons comme ceci. Le jeton orientation du module du vent pointe vers plus 2. Au moment où le deuxième dé est placé sur le réacteur, on doit ajouter plus 2 à la somme de ces réacteurs. Dans ce cas-là, ça ferait 5 et 3, 8, plus 2, 10. Vous trouverez également un module stagiaire. Placez le plateau stagiaire sous le tableau de bord, puis vous placez au hasard ici ces jetons-là face visible. À votre tour, vous pourrez à tout moment placer n'importe quel dé sur le module stagiaire, vous récupérez le premier jeton disponible de votre côté. C'est-à-dire que si je pose un dé là, je récupère le premier jeton disponible de mon côté, et pareil pour le copilote. Puis vous placez le jeton sur l'un de vos emplacements de dés du tableau de bord et vous résolvez son effet en utilisant la valeur du jeton comme s'il s'agissait d'un dé. C'est-à-dire que si je prends le 3 et que je suis le pilote, je pourrais le placer ici et je résous comme si j'avais un 3. Un jeton stagiaire ne peut pas être modifié par un jeton concentration. Et vous ne pouvez pas poser un jeton dans un espace de concentration, et vous ne pouvez pas placer sur le module stagiaire un dé de la même valeur que le premier jeton disponible de votre côté. C'est-à-dire que si ici c'est un 1, je ne pourrais pas mettre un 1 ici. Le stage est obligatoire, vous devez faire en sorte que votre stagiaire complète sa formation. Pour cela, vous devez retirer tous les jetons avant la fin de la partie. S'il reste des jetons stagiaires sur le plateau stagiaire à la fin de la partie, vous perdez. Également, pouvoir jouer en temps réel. Au début de chaque manche, vous lancez un minuteur de 60 secondes, immédiatement après avoir jeté vos dés. Vous ne pouvez plus placer de dés après la fin du temps. La manche se termine immédiatement. S'il vous reste des dés non placés, ils sont tout simplement ignorés. Si les réacteurs et l'axe ne sont pas complétés, vous perdez la partie. Il y a aussi un module fuite de kérosène. Lors de la mise en place, vous mettez en place la jauge de kérosène, comme je vous ai montré précédemment, normalement. Par contre, vous placez un jeton stagiaire face cachée sur la case dés pour vous souvenir que vous ne pouvez pas poser de dés sur cette case. C'est-à-dire que vous posez un jeton comme ceci. Vous ne pouvez plus jouer l'action kérosène. Vous ne perdez plus de kérosène comme d'habitude. À la place, votre perte de kérosène correspond à la différence entre vos deux dés réacteurs plus 1. Si par exemple vous avez un 6 et un 3 sur les réacteurs, vous perdez immédiatement 4 de kérosène. Vous avez également le module frein de glace. Vous allez placer le plateau frein de glace sur le tableau de bord de façon à cacher la piste de frein d'origine. Vous le placez donc comme ceci. Vous devez amener le marqueur de frein au bout de la jauge, c'est-à-dire après le 5, avant la fin de la partie, tout en respectant les nouvelles conditions de pause, sinon vous perdez la partie. Durant la manche, lors de la résolution de vos réacteurs, votre vitesse doit être inférieure au marqueur de frein. La jauge fonctionne comme la jauge de frein habituelle, mais il faut jouer 2 dés dans une même manche, au-dessus et en dessous de la jauge de vitesse, pour avancer le marqueur de frein. Vous voyez, comme ceci. Si vous posez un dé dans un emplacement et que vous ne pouvez pas placer un dé dans le deuxième emplacement correspondant dans la même manche, il est perdu. Vous récupérez ce dé à la fin de la manche sans avoir déplacé le marqueur de frein. Il faut savoir que cette jauge ne comporte pas d'interrupteur, mais comme pour les freins ordinaires, il faut déployer dans l'ordre de gauche à droite. On ne peut pas rejouer un dé sur un emplacement activé lors d'une manche précédente. Vous pouvez jouer plusieurs dés sur ce module à chaque manche, et donc avancer le marqueur de frein plus d'une fois dans la même manche si les conditions sont remplies. Vous voyez, vous devez poser ici des 2 et vous devez suivre cet ordre-là comme c'est indiqué. Donc ça, ce sont tous les modules qui sont proposés dans la boîte de base qui vous enrichissent encore plus l'expérience et il y a vraiment des scénarios très difficiles. Maintenant, je vais vous parler de l'extension Turbulence. Donc encore une fois, vous retrouverez dans le livret tous les scénarios avec les différents modules et je vais vous expliquer, comme vous voyez, il y en a qui sont très costauds. Je vais vous expliquer ce qu'apportent ces modules. Vous avez un module qui s'appelle Altitude 5000. Au début de la partie, la case altitude affiche 5000 au lieu de 6000. En d'autres termes, vous perdez non seulement votre jeton aux relances de départ, mais vous disposez également d'un tour de moins pour tout faire. Le module confiance totale. Si ce symbole est présent sur la case position actuelle à la fin d'une manche, vous devez passer la discussion stratégique lors de la phase 1 et directement lancer les dés au début de la manche suivante. Le module alarme. Lors de la mise en place, vous allez placer le plateau alarme à côté du panneau de contrôle. Vous mélangez les jetons alarme et vous les placez face cachée sur les cases du plateau. Vous voyez, ils sont double face. Si un symbole alarme est présent sur la case position actuelle au début d'une manche, vous retournez un jeton alarme de votre choix, face visible. Vous ne pouvez plus utiliser cette action du panneau de contrôle tant que vous n'avez pas réinitialisé le système. En retirant le jeton alarme, vous posez un dé sur une case affectée par une alarme ne produit pas d'effet. Ce qui veut dire que, imaginons que ce soit celui-là qui soit retourné, ici ça ne fonctionne plus, tant que je n'ai pas posé un dé ici. Pour retirer le jeton alarme, pour réinitialiser le système. Cela se passe lorsqu'un joueur place un dé dont la couleur et la valeur correspondent à celle du jeton alarme. Le jeton alarme est donc immédiatement retiré du plateau, tout comme le dé, qui ne peut plus être utilisé lors de cette manche. Vous récupérez bien entendu ce dé en même temps que les autres dés à la fin de la manche. Les joueurs peuvent maintenant jouer sur la case action correspondante. Lorsque la case concentration contient un jeton alarme, aucun jeton café ne peut être généré, tant que le système n'a pas été réinitialisé. Les jetons café, quant à eux, peuvent être utilisés normalement. Par contre, terminer la dernière manche avec un ou plusieurs jetons alarme face visible, c'est-à-dire que si vous terminez la partie et qu'il y a lui et lui
qui ont été retournés, cela n'entraîne pas de défaite. Vous allez avoir des lettres également pour les altitudes. Vous allez glisser la piste altitude requise, que ce soit A, B, C ou D, à la place de la piste altitude standard. Lorsque le symbole mauvaise visibilité apparaît, c'est ce symbole-là, ou turbulence, c'est ce symbole-là, vous allez appliquer les règles suivantes. Pour les turbulences, à chaque fois que vous placez un dé sur une action, vous relancez vos dés restants. Pour la mauvaise visibilité, au début de cette manche, vous ne lancez que 2 dés et vous mettez les 2 autres dés de côté. Les 2 prochaines fois que vous placerez un dé sur une action, vous prenez l'un des dés que vous avez mis de côté, vous le lancez et vous le placez derrière votre écran avec votre autre dé, que lui vous ne relancez pas. Autrement dit, remplacez le dé que vous avez joué à chaque tour. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 2 dés disponibles. Et s'il y a turbulence et mauvaise visibilité, vous n'utiliserez que 2 dés comme pour la mauvaise visibilité. Cependant, lorsque vous prenez un nouveau dé pour remplacer celui que vous avez placé, vous lancez les 2 dés disponibles. Ça, ce sont donc les nouveaux modules que propose l'extension turbulence. Il y a également des règles propres au scénario que vous retrouverez dans le livret de règles. Et vous les retrouverez donc, comme je vous disais, à cet endroit-là. Ce sont les règles propres au scénario. Il y a des manchots qui vont remplacer les avions, c'est très sympa, ça c'est vraiment très bien pensé, c'est très thématique, il y a encore plus d'immersion. Après ces règles que je pense assez complètes, vous avez vraiment une idée de toute l'expérience que vous propose le jeu. C'est vraiment immersif, ça peut vraiment être intense, c'est vraiment un très bon jeu. Je vais maintenant vous dire plus en détail ce que j'en ai pensé. SkyTeam est un jeu de société qui a su se démarquer par son originalité et son approche immersive. Conçu autour d'un terme d'aviation, ce jeu coopératif met les joueurs dans la peau d'un équipage avec pour objectif de réussir un atterrissage dans des conditions parfois extrêmes. Que vous soyez un passionné de jeux de société ou un amateur de jeux coopératifs, SkyTeam sera vous captiver par sa profondeur, ses mécaniques de jeu innovantes et son ambiance unique. Le premier point qui frappe lorsqu'on joue à SkyTeam, c'est la façon dont le thème de l'aviation est superbement intégré dans le gameplay. Les joueurs prennent le rôle de pilote et de copilote, confrontés à des conditions météorologiques difficiles, des pannes inattendues et une série d'autres défis à résoudre en coopération pour réussir un atterrissage. Ce thème est à la fois riche et stimulant. Chaque action et chaque décision que vous prenez a un impact direct sur le vol, et plus spécifiquement sur l'atterrissage de l'avion. Que vous soyez dans un cockpit en pleine tempête ou en train de gérer des pannes de système critiques, le jeu vous plonge dans un environnement très réaliste et immersif. L'élément de stress créé par les événements inattendus, comme les alarmes, les mauvaises conditions météo, renforce l'atmosphère de tension et d'urgence de chaque décision. Cela crée une dynamique intense où chaque manche est un véritable test de coordination et de gestion de ressources. L'aspect narratif du jeu, qui se retrouver dans une situation où tout peut basculer en un instant, rend l'expérience de jeu encore plus excitante. SkyTeam brille véritablement dans son aspect coopératif. Contrairement à de nombreux autres jeux où la compétition est au cœur du gameplay, SkyTeam repose sur l'idée que les joueurs doivent collaborer pour réussir à atterrir. La communication entre les membres de l'équipage est cruciale. Et chaque action que vous réalisez a un impact non seulement sur votre position actuelle dans le jeu, mais aussi sur la progression de votre partenaire. Les mécaniques de coopération sont variées. Vous devez jongler avec vos dés pour gérer des actions, comme la gestion de la vitesse, la sortie des trains d'atterrissage ou la gestion des réacteurs. Ces actions peuvent sembler simples en apparence, mais leur mise en place nécessite un timing précis et une coordination parfaite entre les joueurs. Cela renforce le côté stratégique du jeu. Chaque décision est importante et vous devez toujours anticiper les besoins de votre coéquipier, tout en restant concentré sur votre tableau de bord. Un autre aspect qui rend le gameplay très satisfaisant est la manière dont les joueurs doivent s'adapter constamment à l'évolution de la situation. Vous n'êtes jamais totalement en contrôle, car des événements comme des alarmes ou des turbulences viennent compliquer la situation. La gestion de ces imprévus devient un jeu dans le jeu, où la capacité à improviser et à ajuster vos stratégies est primordiale. Cela transforme chaque manche en un défi à surmonter ensemble, en alliant réflexion, réactivité et esprit d'équipe. SkyTeam offre un défi stratégique considérable. La gestion des ressources, en particulier la manière dont vous utilisez vos jetons, vos dés et vos actions, est au cœur de la partie. Vous devez non seulement gérer votre propre tableau de bord, mais vous devez aussi vous assurer que votre partenaire est prêt à faire face aux situations de crise qui se présentent. L'aspect stratégique du jeu est constamment alimenté par des choix difficiles, où il faut décider si vous allez avancer de une ou deux cases par exemple, gérer l'altitude ou ralentir votre vitesse pour préparer l'atterrissage. Le fait de devoir prendre en compte des éléments comme les conditions météorologiques, vent, brouillard ou autres turbulences, et d'autres imprévus comme les pannes ou les alarmes, rend chaque partie unique. Cette incertitude ajoute une profondeur de jeu qui maintient les joueurs en alerte tout au long de la partie. Il n'y a pas de solution toute faite. Chaque partie devient ainsi un puzzle où il faut trouver le meilleur chemin en fonction des dés, des jetons et des actions disponibles. SkyTeam est conçu de manière à offrir une rejouabilité exceptionnelle. Grâce à la diversité de ses modules et des situations de jeu qui peuvent être combinées, aucune partie ne se ressemble. Le jeu propose plusieurs niveaux de difficulté, ainsi que des événements aléatoires qui peuvent changer à chaque partie. Par exemple, les joueurs peuvent être confrontés à des turbulences qui modifient la gestion des dés, ou à des conditions de mauvaise visibilité qui limitent les choix stratégiques au début de chaque manche. Cela crée une expérience différente à chaque fois que vous jouez, avec de nouvelles opportunités et de nouveaux défis à surmonter. Les mécaniques d'alarme, les conditions climatiques variées et la gestion des volets
et train d'atterrissage permettent d'explorer plusieurs approches pour réussir l'atterrissage. Que vous choisissiez de vous concentrer sur l'optimisation de votre vitesse ou de résoudre les pannes techniques avec votre coéquipier, chaque partie nécessite des stratégies nouvelles, ce qui renforce la profondeur du jeu et son attrait à long terme. SkyTeam, malgré que ce soit un jeu stratégique qui peut paraître complexe au niveau de sa difficulté, il reste relativement accessible une fois que les bases sont comprises. Les règles peuvent paraître intimidante au départ en raison de la multitude de mécanismes à maîtriser, mais le jeu inclut des explications claires et une structure de progression dans les règles qui permet aux joueurs de s'adapter à leur propre rythme. De plus, la coopération entre les joueurs fait en sorte que les erreurs ne sont pas pénalisées de manière trop sévère et permettent de se rattraper en équipe. Cette dynamique d'entraide est l'une des forces du jeu, car elle permet aux nouveaux joueurs d'apprendre tout en jouant. L'extension de SkyTeam Turbulence apporte une nouvelle dimension au jeu, enrichissant l'expérience de manière significative en introduisant de nouveaux modules et scénarios. L'extension permet de diversifier les conditions de jeu et d'ajouter une couche de complexité pour les joueurs qui cherchent un effet encore plus grand. Les nouveaux modules incluent des événements imprévus tels que des pannes de système, les alarmes qui modifient les actions possibles ou encore des conditions météorologiques extrêmes comme les turbulences et la mauvaise visibilité. Ces ajouts obligent les joueurs à constamment réévaluer leur stratégie en tenant compte non seulement des actions à réaliser, mais aussi des ressources disponibles et des contraintes supplémentaires imposées par des événements aléatoires. L'extension augmente également la rejouabilité du jeu, avec de nouveaux objectifs, des variantes de règles. Chaque partie devient encore plus imprévisible. Ces ajouts rendent SkyTeam encore plus immersif en apportant des éléments narratifs nouveaux qui renforcent l'aspect aventureux du jeu. Par exemple, l'ajout des alarmes et des différents types de conditions climatiques, combinés avec la pression d'un atterrissage imminent, rend chaque manche d'autant plus palpitante. Les habitués de SkyTeam apprécieront également l'opportunité d'expérimenter les nouvelles configurations et les nouveaux objectifs d'atterrissage. L'extension ne se contente pas d'ajouter des règles, elle réinvente certains aspects du jeu, ce qui fait que même les joueurs expérimentés trouveront de nouvelles façons de s'engager et de se challenger. L'extension est un complément idéal pour ceux qui souhaitent approfondir leur expérience de jeu. Elle transforme SkyTeam en un jeu encore plus dynamique et engageant, en enrichissant le gameplay et en offrant une expérience encore plus immersive et stratégique. Pour les joueurs avides de défis et de diversité, l'extension est un must-have, augmentant la profondeur du jeu tout en garantissant des parties toujours aussi excitantes et variées. SkyTeam est un jeu de société coopératif qui réussit à capturer l'essence de l'aviation dans une expérience de jeu engageante et stratégique. Il a réussi à combiner immersion, coopération et stratégie de manière fluide, créant une expérience à la fois excitante et stimulante. La nécessité de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun, tout en faisant face à des conditions imprévisibles, crée une atmosphère de tension qui rend chaque partie unique et excitante. Que vous soyez un vétéran des jeux de société ou un novice, SkyTeam saura vous offrir des moments intenses et des défis à relever, tout en renforçant la cohésion entre les joueurs. En somme, c'est un excellent choix pour ceux qui cherchent à tester leurs compétences stratégiques tout en partageant une expérience collective mémorable. Donc comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je pense avoir fait le tour de tout ce que propose le jeu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué au jeu, ce que vous en avez pensé, jusqu'où vous êtes allé des différents scénarios que le jeu propose, ce que vous avez réussi, si vous avez des souvenirs épiques de parties. Et donc sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.